France 2 a diffusé très récemment un complément d'enquête sur Jean-Luc Mélenchon qui pourrait s'appeler Jean-Luc Mélenchon est la personne la plus méchante de tout l'univers et il mange des bébés. Donc nous, ça nous intéresse beaucoup, le discours qui est tenu sur Jean-Luc Mélenchon dans les médias. Je vous rappelle qu'il y a une capsule qui explique comment Jean-Luc Mélenchon va passer au premier tour de 2027 avec une stratégie de diabolisation. On vous mettra les liens en description. Et nous avons fait une deuxième capsule qui explique comment Mélenchon, après avoir fait cette stratégie de diabolisation et imposer des thèmes de gauche dans la campagne, va pouvoir gagner le second tour et devenir président de la République. Tout ça grâce au graphique, au Saint-Graphique qui nous a tout expliqué comment ça allait se passer. Et dans le plan, il y a donc la diabolisation de Jean-Luc Mélenchon dans une première étape. Donc nous, ce complément d'enquête, il nous intéresse beaucoup car il montre que le plan est en train de se dérouler parfaitement comme c'était prévu par le graphique. Nous, on est à l'aise, on regarde tout ça. On va, dans cette capsule aujourd'hui, regarder un petit peu ce reportage et regarder en particulier la partie qui parle de la NUPES. Il va y avoir une interview de l'inénarrable Jérôme Guedj, qui est vraiment le moins cher de tous nos camarades de gauche, n'est-ce pas ? Qui n'est ni un camarade ni de gauche. Et voilà, ça va parler réforme des retraites et tout ça. Ça va être passionnant. Pour tout ça, j'appelle mon acolyte Chris de Position Revue. Chris, comment ça va ? Es-tu prêt à regarder le reportage sur Mélenchon, très 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 méchant ? Bah moi, je sais qu'il était méchant. De toute façon, ça, il n'y a pas de raison. Salut déjà, je suis mais déstabilisé par tant de méchanceté. Salut Zoé, j'espère que tu vas bien. Salut le chat, salut YouTube, voilà. Bah moi, je suis prêt, surtout que le graphique m'a dit au boulot, vous voyez, j'ai fait une prédiction que l'étape 1 du plan Mélenchon 2027, ou même avant, ce serait la diabolisation. Donc, il a dit, ça, il y a quoi ? Maintenant 15 jours à peine, et bim, complément d'enquête. Voilà, pour nous dire que Mélenchon est un horrible dictateur. À peu près, c'est ça ? Ou même, oui, c'est ça. Ou même qui serait une synthèse entre tous les dictateurs de tous les temps. Voilà, en passant par Napoléon, Hitler, Pol Pot. Staline, Pol Pot, Fidel Castro et Gru de Moi Moche et Méchant. Voilà, tous les vraiment méchants. Parce que nous, on a... Jafar. Voilà, Jafar. Très gros méchant Jafar. Scar aussi. Voilà. Oui. Si vous êtes un enfant, vous le savez, tropisme, ces gens ont des enfants. Voilà. Donc on va analyser comment ce méchant est méchant et surtout pourquoi et comment, malgré tout, ça va l'aider à devenir président de la République. Let's go. Allez, let's go. Regardons ce magnifique complément d'enquête. Mélenchon très méchant. Parti NUPES, Jérôme Guedj, retraite. Ça va être incroyable. C'est ici, à 25 km de la capitale, que le tribun soumis a démarré sa carrière d'élu politique, alors qu'il était encore membre du Parti socialiste. Très proche de lui à cette période, l'actuel député PS, Jérôme Guedj. Là, on doit être en 2000. On est dans la rue, là. On fait un peu d'histoire, un peu, non, Zoé, ou pas Vas-y, raconte-nous qui est Jérôme Guedj, Chris. Alors, il faut savoir un truc, c'est que Mélenchon, en 2004, était encore un petit peu avant même, au Parti Socialiste, et a créé ce qu'on appelait Pour la République Sociale, PRS, voilà, qui était sa tendance au Parti Socialiste. Voilà, vous savez, au Parti Socialiste, il y a plein de groupes, il y avait le nouveau Parti Socialiste avec Montebourg, et donc, Pour la République Sociale, c'était une antenne dirigée par Mélenchon, une espèce d'assaut dans le PS qui donnait la ligne, qui a permis de se positionner contre le non au traité européen, et qui était aussi une réponse à Chevènement, qui était en train de se réapproprier la République, mais de manière beaucoup plus droitière. Et donc Mélenchon, quand il crée ça, il crée justement cette logique de reprise de la République, mais de manière beaucoup plus sociale et moins droitière. Donc il a cette intuition déjà que l'idée républicaine va devenir quelque chose de très droitier. Il n'arrivera pas à l'empêcher. Et donc, il crée PRS. Et dans PRS, il y avait donc Jérôme Guedj, qui était à l'époque très jeune et qui est le fils d'un ami de Mélenchon, et qui était très proche de Mélenchon à l'époque, qui était à PRS. Et vous allez voir, PRS a donné ensuite 80% du PG, du parti de gauche, quand Mélenchon partira. Et Guedj, on va le voir ensuite, ne va pas rejoindre. Ils ont été très rares, les gens très importants de PRS, à ne pas rejoindre Mélenchon et à rester au PS. Il y aura Guedj et il y aura Marie-Noëlle Lienemann. Voilà. Dont Mélenchon avait dit, après la catastrophe atomique,
il restera les cafards et Marie-Noël Lienemann. Très bonne phrase de Mélenchon, c'est vrai. On n'a jamais vu si c'était un compliment ou si c'était une insulte. C'est les deux en vrai. Ouais, Moi, en je pense vrai, que c'est les deux. tu vois ce que je veux dire, c'est je sais pas si Marie-Noël, parce que Marie-Noël est quand même, on la voit moins maintenant, c'était quand même quelqu'un d'assez péchu et Oui. voilà. Et je pense qu'elle l'a bien pris en vrai. Je pense qu'elle l'a bien pris. Si 20 ans séparent les deux hommes, à l'époque, leur compagnonnage politique va pourtant déboucher sur une réelle amitié. Donc vous voulez des souvenirs? Une grande proximité stoppée net lorsque Mélenchon quitte avec fracas l'EPS en 2008 et que celui Ça, qu'il c'est ce que considère Chris alors vous comme son expliquait. fils spirituel décide de ne pas le suivre. Il a été très Il en a un fâché, paquet d'ailleurs. des filles spirituelles, lui. Hein. Et c'est là, vous voyez, déjà, ça c'est faux. Ça, c'est une trahison de la part de Jérôme Guedj. Là, ils vont pas vous le dire. Là, ils vous font croire ils étaient amis, etc. Non, ils étaient une tendance politique à la gauche du PS qui avait échoué au congrès de Reims en 2008. Et normalement, tous les gens sincèrement sur la ligne de Mélenchon en 2008, APRS et ensuite la motion de Mélenchon qui sera minoritaire au congrès de Reims, etc. Tous les gens devaient partir avec Mélenchon, justement, pour être fidèles à leurs idées. Et là, on a vu l'opportuniste Jérôme Guedj rester. Donc, c'est pas une histoire de... c'est comme si la patte du team se fait avoir par d'autres gens. On a notre ligne de gauche, de gauchistes, et on se barre avec Zoé, et Padu, il reste avec les gens qui restent de droite, vous voyez. Alors, ça fera chier, et ça fera tellement chier d'avoir renié ces histoires d'amitié que peut-être qu'on ne sera plus amis, en fait, parce qu'on aura quelque chose qu'aura rupté. Et dans la politique, quand vous avez des vraies convictions et que vous avez des camarades qui deviennent vos amis parce que vous avez l'impression que vous allez mener des batailles ensemble, transformer les choses ensemble, bah oui, quand vous avez l'impression que votre chemin politique diffère, c'est compliqué de rester amis, il faut le comprendre ça aussi, parce que c'est aussi ce qui vous structure, quoi. Et là, c'était quelque chose de décisif. Et en plus, Mélenchon et Guedj ne sont pas de la même génération, donc leur amitié, elle s'est surtout faite sur la politique. Mélenchon a des amis beaucoup plus à droite que Guedj, mais ils n'ont pas fait de politique ensemble, vous voyez. Donc, il faut arrêter cette espèce de truc comme quoi on pourrait séparer l'homme du politique. Bah non, en fait, ce que vous faites avec des gens, ça vous conditionne, et quand à un moment donné, vous avez l'impression que vous allez transformer réellement les choses ensemble et que quelqu'un vous dit, bah non, en fait, moi, je vais rester au PS sous Hollande, parce que c'est ça en 2008, c'est sous Martine Aubry, etc. Alors qu'il y a un projet qui se crée, bah forcément que ça crée un petit souci, quoi. Vous voyez ? Oui, c'est l'habitude des journalistes, on va dire, de la presse dominante et tout, de dépolitiser des oppositions entre personnes qui sont des oppositions de ligne politique. Guedj, choisir de rester au PS après 2008, avec le précédent de 2005 qu'il y avait eu, etc., c'est pas neutre. Et les mecs qui sont restés au PS, je rappelle que ça va donner François Hollande, Manuel Valls, etc. Enfin, c'est cette ligne politique-là que ça va donner de rester au PS. Hein. Donc, c'est pas une histoire de il veut plus être mon copain, il m'a pas prêté son Tamagotchi et tout, quoi. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jusqu'à ce congrès, en 2008, Mélenchon est persuadé, après 2005, où le PS était moitié-moitié au non pour le traité constitutionnel, que sa ligne de gauche peut l'emporter. Parce qu'il se dit, le PS était fracturé en deux, Fabius était avec lui pour le non, voilà. Et donc le peuple, lui, a voté non. Donc il y a une dynamique qui fait que le PS peut basculer sur une ligne de non, sur une ligne sociale, sur une ligne de critique de l'UE, etc. Ce qui se passe en 2007 avec d'abord la candidature royale, et ensuite... on l'oublie souvent celle-là, l'élection de Sarkozy, et donc le congrès de Reims, etc., c'est que Mélenchon comprend que c'est fini. Sa ligne de gauche ne s'imposera jamais au PS. Vous voyez ? Et ce qu'il va faire ensuite avec le PG, et on le verra après quand on va parler de la NUPES, c'est qu'il va essayer de faire de l'extérieur dans la gauche ce qu'il essayait de faire de l'intérieur dans le parti hégémonique à gauche, le PS. C'est-à-dire faire grandir et rendre hégémonique la ligne radicale. C'est ça qui guide Mélenchon. En 2022, Jérôme Guedj a bien cru que le moment des réconciliations était venu avec la NUPES. Moi, je fais partie de ceux qui se disent il se passe quelque chose, mais à condition, et tout va se fracasser sur ça, à condition de jouer sincèrement ce rôle de rassembleur, c'est-à-dire de respecter ses partenaires. Il paraît que je suis devenu le chef, mais qui vous a dit que j'ai envie d'être le chef ? C'est quand même incroyable une histoire pareille. Les premières tensions... Ça, c'est intéressant, vous voyez, la NUPES, justement, ce que je disais à l'instant, Mélenchon, quand il devient hégémonique vraiment en 2022, il y a un peu le côté surprise, vous voyez, de 2017, ils sont pas prêts, personne n'est prêt.
à être à 20% et de voir le PS tomber à 6. Et donc, en 2022, c'est vraiment là où ils comprennent l'hégémonie de la France insoumise et de sa ligne. Mélenchon a toujours cette idée-là, une fois qu'il a rendu hégémonique une ligne de gauche, ensuite l'idée c'est de faire l'unité. Donc c'est pas simplement une logique d'appareil ou de... Voilà, il pense vraiment que d'abord il faut créer une dynamique de gauche et ensuite il faut faire l'unité. C'est pour ça que vous comprenez aussi les bisbilles sur les gens qui sont d'abord pour l'unité par rapport au programme de gauche en premier. C'est vraiment ce qui diffère entre les deux. Il y a des gens qui pensent que pour faire gagner la gauche, il faut d'abord l'unité et ensuite la gauche, et d'autres qui disent non, il faut d'abord la gauche, une vraie gauche radicale, et ensuite l'unité. Voilà. Si vous regardez Baron Noir, Michel Vidal, joué par François Morel, et le Mélenchon. Et pour info, Éric Benzerki, qui a écrit le scénario, était quelqu'un qui était assez proche de Mélenchon au tout début de PRS. Les gens qui ont fait Baron Noir, c'est des gens qui sont allés vers le printemps républicain. Ils pensaient que Mélenchon serait ce tribun laïcard, voilà. Et en fait, ils ont bien compris que c'était pas le cas. Ils en sont sortis. Et quand ils écrivent Baron Noir, en fait, ils écrivent un personnage qui est joué par Cadmerade, qui serait un peu un Gage, hein. Qui serait un peu un Gage. Un espèce de gars un peu social, mais en même temps très républicain, qui va faire des critiques sur l'antiracisme, les indigénistes, voilà. Et c'est un moyen d'attaquer leur ancien ami, leur ancien mentor, Jean-Luc Mélenchon, qui lui a pris la ligne de gauche radicale. Donc, c'est vraiment une série droitière, Baron Noir. C'est une série, moi, que j'adore, mais c'est vraiment une série écrite par la droite du PS. Ouais, faut vraiment la voir comme ça. Socialistes, verts et communistes, s'apercevant au fil du temps que le leader insoumis n'est pas tout à fait dans une logique fédératrice. Personnellement, je ne fais pas la NUPES parce que j'aime les autres. Je ne les aime pas. C'est bon, vous ça. n'aimez pas, vos partenaires? Attends, laisse-le. Une écologie qui n'est pas anticapitaliste, pour moi, c'est du jardinage. Le socialisme qui ne met pas en cause le capitalisme, c'est mignon. Ça, c'est pour Et le PS. communisme qui ne se donne pas comme objectif une révolution socialiste, je me demande ce que c'est. C'est bon, ça. Dis bien, Jean-Luc. Dis-leur, putain. Putain, il a tellement raison. C'est excellent parce que Exactement. c'est ce qu'on disait aussi. Ah, mais Chris, rappelle les forces en présence quand même à ce moment-là. Enfin, je veux dire, la FI fait 22%. La FI fait 22%, elle fait 7,7 millions de voix. Elle fait 10% de voix en plus, 700 000 voix de plus qu'en 2017. Ouais. Le PS, rappelle combien fait Hidalgo. 1,7%. Voilà. Jadot, il fait combien, Jadot? Jadot, il fait 4,6%. Ouais, il fait moins. Et Roussel, il fait combien? 2,2%. Voilà. Bon. Voilà qui sont ces gens. Moi, je laisse Zoé. Moi, je dis les chiffres. Alors, je laisse Zoé développer. Vas-y, ma Zoé, dis-moi ce que tu penses de ces gens. Est-ce que tu les aimes déjà, toi? Non, je les déteste. Alors moi, pareil. Hein. Non, moi, je ne les aime pas. Voilà, et je suis parfaitement d'accord avec tout ce qu'a dit Jean-Luc sur le potager, sur les trucs mignons, etc. Non, mais la réalité, c'est que l'enjeu de tuer la gauche de droite est un enjeu majeur pour nous qui sommes vraiment de gauche. C'est ce que la FI réussit à mettre en place en 2017, puis qu'elle confirme en 2022. Et là, derrière, les entendre venir faire coin. Tu sais, avec tout un discours de ouais, mais dans les 22%, il y a aussi des gens qui votent utile et tout. Et j'ai envie de dire, mais comme toute personne qui fait plus de 5%, en fait. Toute personne qui fait plus de 5%, dans les gens qui vont voter pour lui, il y a des gens qui ne sont pas 100% d'accord avec le programme. Et d'ailleurs, personne n'est a priori 100% d'accord avec le programme de la personne pour qui il vote. Enfin, sinon, il faut se présenter soi-même, tu vois. Enfin, mais ça n'existe pas. Et par contre, clairement, le rapport de force fait que quand le PS, les Verts et le PC viennent couiner, c'est ridicule. Alors, les Verts sont ceux, enfin, Europe Écologie Les Verts, sont ceux qui font le plus gros score des trois, mais sont ceux qui ont l'implantation locale la plus faible. Parce que ça compte aussi beaucoup, si tu veux, quand tu vas te lancer dans une campagne législative, etc. C'est-à-dire qui est implanté localement, qui a les moyens de militer dans chaque circonscription, etc. Et ça, le PCF, eux, ils ont, on va dire, l'avantage d'avoir un tissu militant de terrain hyper important, encore aujourd'hui, malgré le fait qu'au présidentiel, ils fassent des scores très faibles depuis très longtemps. Et le PS, ils ont, on va dire, un ancrage électoral de cadres, etc. Ils ont énormément de mairies, ils ont des régions, ils ont des conseils départementaux, etc.
Donc à la limite, leur force, c'est peut-être un peu ça. Europe Écologie Les Verts là-dedans, je ne sais pas, Chris, à ton avis, quelle est la force d'Europe Écologie Les Verts dans tout ça? Qu'est-ce qu'ils amènent sur la table des négociations? Rien du tout. Pour pouvoir... Ben voilà. C'est- Non, mais je suis désolée. c'est- Mais- Pardon, hein, mais bon, Alors- je veux dire, En 2022, ils arrivent normalement avec plus de force que le PS. C'est pour ça que le PS se fait un petit peu ratiboiser en 2022. En fait, ils arrivent. Ce qui est marrant, c'est qu'ils font à peu près 4 fois le score du PS. Mais au final, ils se retrouvent avec avec moins de députés parce qu'en fait, le PS est quand même une plus grosse force concrète. Ce qui est intéressant dans la NUPES, moi, je comprends la logique en fait de faire ça. Déjà parce que je connais Mélenchon, je connais sa stratégie. C'était de satelliser toutes ces gauches-là autour de la ligne hégémonique. Comme je vous ai dit, il faut garder en tête l'idée de on impose d'abord la ligne et ensuite on fait l'unité. Et donc là, il y avait une logique d'unité. Nous, on a tenu la ligne. On en a parlé avec Badu, on en a parlé avec Paul Hellec, etc. Pour moi, c'était un contrat, la NUPES, qui était, comme disait Bainville sur le traité de Versailles, trop faible dans ce qu'il a de fort et trop fort dans ce qu'il a de faible. C'était justement trop faible dans ce qu'il a de fort, c'est-à-dire qu'il laissait trop, il clouait la main à des partis comme le PS, à l'accord de la NUPES, mais en même temps, il les laissait survivre. Et donc, ça leur laissait ensuite une place de trahison. Et de l'autre côté, trop fort, c'est-à-dire ils ne pouvaient pas ne pas trahir ensuite parce que justement cet équilibre ne tenait pas, vu qu'ils avaient encore une tête qui bougeait, c'était insupportable de rester dans le giron de Mélenchon. Et ça, sans le processus qui allait aller plus loin, et Mélenchon en a parlé, vous pouvez vérifier ça. Mélenchon a tenté le coup, il a compris ça. Il a commencé à dire on va pas faire un intergroupe de la NUPES, on va faire un monogroupe. Et il a très vite lâché parce qu'il a vite compris qu'il n'avait pas assez de force. Parce que dans ses députés, il y a des gens qui sont du noyau dur, puis il y a des gens qui sont un peu plus satellitaires. Il y a un Marais. Je ne sais pas si tout le monde a la rêve du Marais. Je vais le redire peut-être. Quand je dis les députés du Marais, les gens ils pensent que c'est le Marais. pas les arrondissements de Paris. C'est pas la ligne 4 de métro, quoi. Le Marais, c'est référence à la Révolution française. Il y avait au milieu, c'est-à-dire il y avait les montagnards et puis en dessous il y avait le marécage. C'était les gens les plus mous en fait. Vous voyez, c'est des gens mous et on appelait les députés du Marais. Vous voyez, et donc c'est des gens qui ont une ligne, vous pourriez dire aujourd'hui libérale, SOSDEM, voilà, molle quoi. Voilà. Et donc il y a des gens et dans la FI qui sont dans le Marais et puis tout le reste c'est que voilà, c'est la droite quoi. Donc c'est la droite de la NUPES. Et Mélenchon a tenté de faire ça au début de la NUPES à la rentrée parlementaire, en disant on fait qu'un groupe. Ce qui aurait pu être le début d'un processus de refondation. Tout de suite, ça a été non. Et là, tout de suite, on a su que les partis allaient jouer leur carte. Ça allait être la sauce. Oui, tout de suite, on l'a su. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, la NUPES était un bon point de départ, mais l'AFI, et c'est ça qui était intéressant, l'AFI, et il faut bien le comprendre aussi, malgré tout son poids présidentiel, idéologique, intellectuel, n'a pas la force concrète, locale, pour imposer au PC, au Vert on s'en fout, mais au PC, au PS. J'ai compris ça. Hein. Les Verts, PC, hein. dans l'ordre, les Verts on s'en bat les hein. Voilà, les Verts, faut comprendre, peu importe leur score, c'est les plus ridicules. C'est, vous voyez. Voilà. C'est les moins chers. Il y a encore moins cher, il y a Place Publique qui sont encore moins chers. Elle arrive en boîte, la FI, à faire entrer le PC et le PS. Le patron de la boîte dit ah, au PS et au PC. Ah, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Vous voyez, les Verts, ils rentrent, personne les calcule. Et Place Publique, il reste à la porte et il dit moi, je suis avec eux, etc. Et le videur, il dit non, on vous connaît pas. Je sais pas si l'analogie, je sais pas si l'analogie te parle, mais c'est à peu près ça. Vous voyez, Écoute-moi, Chris, depuis que j'ai appris que Place Publique avait envoyé Aurore Lalucq seule négocier au moment du NFP. Donc en 2024, face à Vanier et Bompard. Je me suis dit, soit vraiment il la déteste. Ils lui veulent du mal, oui, voilà. C'est ça. Elle est sortie en disant, on a un accord. Puis tout le monde lui a dit, mais c'est de la merde ton accord, pourquoi t'as accepté ça? Ah ben je sais pas. Soit tu la détestes et tu te dis, tiens, je vais envoyer quelqu'un se faire découper. Soit tu comprends rien à la politique. Moi je pense qu'ils sont juste bêtes. Ouais, voilà. Oui, voilà. Moi, quand je vois Glucksmann et Aurore Lalucq, je me dis, waouh. C'est quoi ce bureau des élèves de HEC quoi. Oui, c'est ça. Donc, on va proposer une activité kayak pour ressouder les équipes du NFP en fait. On a eu cette idée pendant notre trek au Kenya. Ça n'a pas été que du loisir. On a aussi implémenté un panneau solaire pour un village local. Voilà.
ta C'est ça. Et on a laissé gueule. notre nom dessus. On s'est pris en photo avec. Tu les vois, tu sais. Non, mais donc, bref. Ça, c'est des gens qui font le 4L Trophy, hein, rappel. Ouais. Un jour, on parlera du 4L Trophy, les copains. Pardon, on a digressé juste pour se foutre de la gueule de Glucksmann et de son équipe, mais tout ça pour dire, vous avez bien capté, là, l'enjeu, c'est ça, c'est que l'AFI est très puissante sur certains points, mais il manque vraiment cette échelle d'ancrage dans chaque circo, etc., qui est le problème qui fait qu'ils n'ont pas pu, juste, Chris vous expliquait, le PS, en fait, la tête bougeait encore. Là, moi, spontanément, quand on me dit ça, je me dis, mais pourquoi on ne prend pas une pelle et bam, tu vois. Voilà. Les stratégies beaucoup plus directes de Zoé. Vous voyez, ça n'a pas la finesse des coups tactiques de Chris, mais en vrai, souvent, ça va plus droit au but. Zoé, c'est vraiment, tac, elle marque des buts, quoi. À la fin, elle a marqué 40 buts. Moi, je dis, ouais, mais j'en ai marqué que 20, mais regarde, celui-là, c'est une série de 3 passes. Et vous voyez notre différence entre les deux. Et elle dit, ouais, mais c'est pas toi qui as le trophée, Chris, c'est moi. Ah ouais, pardon. Mais tout ça pour dire que, évidemment, le coup de pelle est un coup de pelle idéologique. Hein, bien sûr, on ne met de coup de pelle sur la tête d'aucun être humain, quel qu'il soit, évidemment. Même si on a du mal à trouver leur humanité parfois. Oui. Alors, il y a le cas particulier des nazis, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Pour toutes les autres, bref, on est en train de s'enfoncer. Tout ça pour dire que c'est un coup de pelle idéologique, bien sûr, platonique. C'est un coup de pelle platonique, voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc, en fait, c'était pas possible, notamment à cause de ce problème d'ancrage local. Bref, voilà. C'est ça. Et il faut pas non plus être dupe. Hein. La NUPES était aussi un moyen pour l'AFI. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi que la législative avec les circonscriptions va favoriser quand vous avez des dynamiques particulières. L'AFI, elle, ce qui était très intéressant, c'est qu'elle voyait, notamment dans la couronne parisienne ou dans des endroits très à gauche, qu'elle avait des circos où Mélenchon avait fait genre 50% au premier tour, etc. Donc, plus même, peut-être. Ouais, il y en a qu'on en fait 80, etc. Enfin, oui, la circo de Sarah Legrain, la circo de Chikirou dans le 18e, parce qu'elles ont été élues au premier tour. Voilà. Et du coup, ça, c'était aussi un moyen pour eux, la NUPES, de faire de la place, c'est-à-dire de se dire, on va pouvoir s'assurer des députés, c'était entre 40 et 50 à peu près, parce qu'on a ces circos-là qui sont réservés pour nous. Et donc, si on fait la place, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres candidats de gauche, c'est carré. Le PS, lui, était dans une situation où ils avaient fait moins de 2%. Vous voyez, Mélenchon, il va peut-être faire 20%, mais avec des écarts types énormes. Et donc, dans ces écarts types, il y a des circos. Le PS, lui, il faisait un score de merde avec des écarts... nul partout. Ouais, un peu nul partout. Donc là, ça veut dire que eux, ils auraient pu disparaître sans l'accord NUPES. Et donc, cette idée... J'ai des frissons quand tu dis ça, Chris. Je comprends. Moi aussi, quand j'y repense, j'ai envie de revenir dans le passé. Voilà. Et donc, non, mais il y avait 2 stratégies possibles. Il y avait une stratégie où, effectivement, l'AFI aurait peut-être fait que 50 députés, mais aurait tué le PS. Voilà. Au lieu d'en faire plus que ça, et en laissant survivre le PS. Et le groupe de gauche aurait été tout petit, hein, parce que ça veut dire qu'ils auraient fait 50-60 députés, que le PS serait mort, Europe Écologie en soins palliatifs, en acharnement thérapeutique, voilà. En sédation profonde et continue jusqu'au décès. Voilà, c'est ça, voilà. Pareil pour le PC, donc en fait, on aurait eu effectivement que l'AFI, mais dans un gouvernement qui aurait été monstrueusement pris par Macron, voire par le RN, vous voyez. Parce que l'effet de la NUPES, on parle souvent de l'effet du NFP qui a contré le RN en 2024, mais l'effet de la NUPES qui a contré le RN en 2022, il est aussi très important. Parce qu'en plus, il y a eu moins de mobilisation du RN, on pourra en parler. Donc il y avait ces 2 choix-là. Voilà. Et donc, la logique de Mélenchon, c'était justement de faire le choix, de sauvegarder ses députés, voire même de les amplifier, au prix de sauvegarder les autres, mais de leur imposer une ligne, et peut-être justement d'avoir l'hégémonie. Voilà. Mais pour ça, il aurait fallu enclencher un processus de refondation pour lequel personne n'était prêt, et sur lequel, justement, là, on va avoir une dissymétrie électorale qui s'inversait, parce que, justement, le PS a plus de patrimoine, plus d'implantation locale, le PC pareil, et donc là, l'AFI est beaucoup moins capable de rivaliser. Donc, on a eu un espèce d'accord un peu bidon qui a arrangé tout le monde sur le moment, mais personne sur le long terme. D'où le fait qu'il a explosé. Quand j'ai affaire à ce Jean-Luc-là, j'ai même pas envie de lui répondre.
Mais nous non plus, hein. Alors, On n'a pas envie que tu lui répondes. Marine, personne ne t'adresse la parole. Donc, Oui, c'est même pas la peine d'essayer de savoir si tu dois répondre ou pas. Personne ne te calcule, Marine. Voilà. Il faut le savoir. Non. Enfin, si, il y a une sociologie très spécifique qui représente 3 à 4% des gens. Après, tout le reste, bon. Qui donne beaucoup de leçons. Oui, c'est des gens qui ont souvent la parole. Et aux gens musulmans aussi. Ne l'oubliez pas. Ouais. Rappelez-vous toujours. On leur explique. Voilà. Hein, on les surveille, on leur explique comment il faut bien se comporter. Ouais. Hein, voilà. Et on fait tout ça en douceur, bien sûr, parce que la violence, c'est les autres. Hein. Toujours rappeler On est tout doux. le comportement de Marine face à Médine et Marine face à la police. Ça va vous donner un ordre d'idée de ce qu'elle est capable de faire quand elle sera au pouvoir. C'est ça. L'un reçoit des fleurs, l'autre reçoit des réprimandes. À vous de deviner qui est qui. Donc là, Gage nous fait un sketch de j'attendais grand numéro de claquettes. Voilà, j'attendais de Jean-Luc qui connaît mieux que nous tous ici, qui soit l'élément fédérateur, unitaire, consensuel. Non mais il est parti du PS pour ça. Il s'est construit pour ne pas faire ça. Voilà, il a tout fait. La ligne, quoi. Voilà. Et le gars nous dit j'attendais ça. Il savait très bien que ça n'allait pas arriver. Il savait très bien que c'était qui même me suive, quoi. Il nous joue un numéro complètement bidon, qui est clairement un moyen de se faire passer pour le beau rôle, c'est-à-dire j'ai cru dans cette gauche unitaire, etc. Parce qu'ils vont tous vous faire croire à ça dans les prochaines années. Tout le monde va être pour l'unité. Personne ne va la faire, mais tout le monde sera pour l'unité. Et donc, lui, il va nous faire ça. Alors, non, pas nous. Oui. Nous, on n'est pas. On n'est pas pour nous. Et donc, on va le voir ensuite. Ça dépend à quelles conditions. On va le voir ensuite parce qu'il va nous donner la piste, notre ami Jérôme. Moi, je lui avais dit, il n'a pas aimé cette expression. On attendait de toi que tu fasses Mitterrand, tu as continué à faire Che Guevara. Alors vraiment, parce que franchement, tu sais que cette punchline, le pire c'est qu'il en est fier de sa punchline, tu sais, ça se voit qu'il l'a préparée, qu'il la pose comme ça en mode après, tu sais, il lâche son micro, il se barre et tout. Alors, Jérôme, tu es nul à chier, moi déjà, je préfère, bon bref. Mais tu sais, l'effet qu'il me fait, tu sais, c'est quand moi je fais un jeu de mots de merde et que j'en suis content. Et que dans tes yeux, que tu partages avec Madame PR, la baronne d'opposition revue, tu sais, cette idée de... Non, en fait, vraiment pas. Non, c'est nul. C'est de la merde. Ça n'impressionne personne, ce que tu viens de dire. Voilà. Ben là, Jérôme, c'est à part toi-même. Et donc, alors, l'idée est intéressante parce que déjà, la comparaison Mitterrand-Guevara n'a aucun sens. Aucun sens. Donc là, il aurait pu faire, je sais pas... tu vois, une comparaison avec une scission de trucs de gauche, tu vois, genre j'attendais que tu fasses Mitterrand 71 et t'as fait le congrès de Tours en 1920, tu vois. Il aurait fallu qu'il ait de la culture, mais je pense à Chris. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est pourquoi il dit Mitterrand, c'est parce que c'est la logique de ce qu'on disait tout à l'heure, Zoé, c'est la logique de l'unité. Il fait croire que Mitterrand est arrivé en ralliant tout le monde en 71. Nous, on parle de refondation, donc admettons, on était pour une refondation. En 71, il y a plein de petits partis à gauche qui se refondent pour fabriquer le PS tel que vous le connaissez aujourd'hui et qui donnera les victoires du PS et l'hégémonie. Mitterrand arrive et il devient le secrétaire général du Parti socialiste. Lui, il nous fait croire que c'est quelqu'un qui a fait des concessions pour rendre unitaire, etc., les gens, pour pouvoir vraiment mettre tout le monde d'accord. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Mitterrand a soutenu la ligne la plus à gauche. Et à l'époque, c'était le CRS de Chevènement. Ça fait bizarre à des gens, je pense, dans le chat. Voilà. À l'époque, les gens les plus marxistes, c'était le CRS de Mitterrand. Et donc, il y avait Alain Savary, qui était aussi l'aile gauche. Je pourrais faire ça pendant 1000 ans. Mais donc, il capitalise sur l'aile gauche. Il fait un discours sur... Vous l'avez jamais vu, celui qui n'est pas pour la rupture ne peut pas être socialiste. Vous voyez, vous pouvez le regarder sur YouTube. Il fait une ligne vraiment très à gauche, justement ce qui lui permettra ensuite de construire le programme commun avec le PC, de s'aligner un peu avec le PCF. Et il arrive à unifier là-dessus alors qu'il était membre d'aucun des partis socialistes. Ça n'a rien à voir avec ce que Gage nous raconte, d'être l'espèce de clé de voûte entre les deux, consensuelle, etc. Si Gage voulait vraiment cette unité dont il parle de Mitterrand en 71, il aurait dû dire ce qu'on vient de dire, congrès de refondation,
et alignement de tout le monde sur le programme de l'avenir en commun. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé et c'est pas du tout ce qu'il nous a vendu. Jamais Gage n'a parlé de refondation. Donc tout ce qu'il raconte là est bidon. Il raconte juste ce qu'il veut, c'est-à-dire sauver le PS et sauver sa possibilité d'être encore un Sogdem mou central, sioniste, libéral et tout ce que vous voulez. Janvier 2023, c'est le début du combat contre la réforme des retraites. La première fois aussi que le Che Guevara de LFI aura mis ses partenaires de gauche devant le fait accompli. À l'époque, afin de faire plier le gouvernement, tous les acteurs de la NUPES se sont mis d'accord sur une stratégie parlementaire. Messieurs les ministres que nous... Il s'agit de concentrer tous les débats sur un article en particulier. L'article Est-ce 7, vrai? celui qui encadre la mesure phare de cette réforme, reculant officiellement l'âge légal de la retraite de 62 à 64 ans. Donc ça, c'était vraiment la clé de voûte du débat parlementaire. Je rappelle, on est avant la dissolution. Macron n'a pas la majorité absolue, mais a le plus gros groupe de l'Assemblée. Donc il peut faire voter par 49.3, etc. Et puis sous la pression de LR, ce qu'il ne peut plus faire aujourd'hui. Donc l'espace politique pour faire reculer les textes est très très compliqué. Là, il y a une stratégie qui se pose, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'on va au vote ou pas de cet article 7 ? Est-ce qu'on donne une légitimité du vote parlementaire et des institutions parlementaires sur le recul de l'âge légal de 62 à 64 ans sur cette... L'article 7, je précise, Chris, l'article 7, c'est celui dans lequel il y a l'âge légal. Voilà, c'est celui-là. C'est celui où on vote l'âge légal, c'est celui-là. C'est celui où on dit ce sera 64 ans au lieu de 62 ans. Donc c'est vraiment un article iconoclaste. C'est pas un article hasardeux, parce qu'en 2020, il y avait un mouvement des retraites très important, presque aussi important, qui est plus passé à la trappe. Pourquoi ? Parce que la CFDT de Laurent Berger, El Famoso, que Zoé adore. C'est vraiment c'est mes préférés. On en reparlera. On va beaucoup reparler de CFDT ces prochaines semaines. C'était vraiment un moment de recul de la retraite, des cotisations, etc., voire même de privatisation. Mais ils avaient dit, la CFDT, tant que l'âge légal ne bouge pas, on ne bouge pas. Donc quand vous voyez en 2022 la CFDT bouger, c'est justement parce que la ligne rouge avait été franchie sur cet article 7. Voilà. Et donc la question de politique, c'est la question de est-ce qu'on fait en sorte que cet article soit voté ou pas ? Les organisations syndicales veulent qu'on vote sur l'article 7. Et ils veulent que chaque député prenne sa responsabilité. Et on est d'accord. Donc là, Roussel donne la ligne de Laurent Berger, pour le vote parlementaire, qui est surpris. Et ensuite, Martinez, patron de la CGT à l'époque, lui sera aussi pour le vote de l'article 7. La collusion CGT-PCF existe encore à cette époque-là. Donc tout est en place. Et au dernier moment, quelqu'un qui n'est pas chef de parti et qui n'est pas parlementaire, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, fait voler en éclats d'un simple tweet posté. Pourquoi se précipiter à l'article 7 ? Le reste de la loi ne compte pas ? Hâte de se faire battre ? Donc ça, c'est faux, hein. Soit clair. La France Insoumise, avant de faire un vote au sein de son groupe d'une position. Oui. Et donc, il n'y avait pas... Donc, c'est pas du tout... Voilà, ce que tu veux dire, c'est pas du tout... Tout le monde était d'accord, le groupe FI était d'accord, tout le monde s'était dit oui, on va au vote à l'Assemblée nationale de l'article 7, etc. Et au dernier moment, Jean-Luc fait un tweet et ça fait changer tout le monde d'avis. C'est pas ça qui s'est passé. Mais qui peut croire que des gens aussi importants que Manuel Bompard, Paul Vanier, Mathilde Panot, Sophia Chikirou, qui sont eux-mêmes députés, qui peut croire que ces gens-là étaient là pour dire on est tous d'accord avec le PS, avec Europe Écologie Les Verts, pour aller au vote. On a discuté entre nous. Non mais qui croit ça ? Donc rien que l'idée même de dire on était tous d'accord entre nous, c'est faux. Il n'y a aucune raison que les députés que je viens de vous citer et plein d'autres, Antoine Léaumont, etc., soient d'accord avec cette position-là, sans se mettre d'accord. Et en plus, c'est la force de l'AFI de peser, justement, jusqu'à la dernière minute, les rapports de force et les problématiques. Effectivement, s'il y avait eu un rapport de force qui faisait que le vote aurait pu être favorablement non, si le vote, ça avait pu être non, c'est la légitimité parlementaire aurait pu être utilisée contre le non à l'âge légal, bien sûr qu'il serait allé au vote. Là, la problématique de ce que fait Mélenchon, c'est de dire, mais là, les conditions ne sont pas réunies
pour pouvoir... C'est le oui qui va l'emporter. C'est le oui qui va évidemment, quoi. l'emporter, quoi. Et donc, effectivement, Évidemment. jusqu'à la dernière minute, l'idée même de dire on était d'accord 3 semaines avant. Oui, ben c'est ça le problème, en fait, quand tu fais pas l'analyse concrète de la situation concrète, Jérôme, c'est que 3 semaines avant, les conditions ne sont pas les mêmes que 3 heures avant. Vous voyez ? Donc, peut-être que 3 semaines avant, en plus, on le sait, le RN essayait de jouer sur 2 tableaux, voilà. 3 semaines avant, les conditions n'étaient pas les mêmes avec les députés de droite, etc., que 3 heures avant. Et donc, mais 3 semaines avant, il faut être clair. Gage, quand il dit on était d'accord avec les Insoumis, oui, il était sûrement d'accord avec les Insoumis qui s'appelaient Clémentine Autain, on est en 2022 là, Raquel Garrido, je les cite au hasard, Daniel Simonet, oui, ils étaient sûrement d'accord entre eux, vous voyez, mais ils n'étaient pas d'accord avec d'autres Insoumis que je viens de citer avant. Donc tout ça est vraiment du baratin de A à Z. Il nous fait son sketch. Voilà, la position insoumise, elle est tranchée par un vote du groupe insoumis, et le groupe insoumis a voté cette décision parce que c'était une décision politique très très importante. Moi, c'est une décision que j'approuve politiquement. Il ne fallait sûrement pas paraffer de l'estampille vote parlementaire, cette saloperie d'article 7, quoi. Il y a eu un vote dans notre groupe sur ce sujet, et le vote dans notre groupe, ça a été de ne pas aller à l'article 7. Donc ensuite, les parlementaires du groupe insoumis ont tout simplement mis en œuvre la position qui était la leur. Et là, c'est la bordélisation de l'Assemblée nationale. Le groupe parlementaire LFI multiplie alors les prises de parole dans l'hémicycle pour que les débats s'éternisent. Je me rappelle de Sophia Chikirou qui crie, qui hurle dans l'hémicycle en disant « On est seuls, il n'y a plus que nous pour les défendre !» D'éviter que les Français se retrouvent 2 ans dans la galère. Là-haut, ça tape, ça envoie, et là, on se dit, mais c'est pas possible. C'est une caricature du débat parlementaire. Ça saoule assez rapidement tout le monde. Et Oh, pour bien putain, s'assurer que l'argument, Jean-Luc quoi. Mélenchon reste le maître des horloges, les lieutenants de son mouvement déposent aussi plusieurs milliers d'amendements. Les 20 500 amendements déposés par la NUPES auront en... Regarde-le. 20 000... Attends, on va avoir Olivier. Ah oui, c'est Olivier vrai. qui va dire qu'il n'a pas craqué. achevé l'examen du texte. Il est tout rouge. 15 jours. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Tu, Olivier, tu as craqué. Pour le Tu es leader. précisément en train de craquer, Olivier. Là, il a craqué. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Et vous voyez, Olivier a craqué. Hein. la malhonnêteté intellectuelle, là même des journalistes. Donc, ils disent, Ouais. il n'y a que les lieutenants de Mélenchon qui ont pu faire un empêchement parlementaire en déposant 20 000 amendements. D'accord ? Il y a eu 20 000 amendements écrits par 4 mecs. Toute la NUPES a déposé 20 000 amendements via 5 personnes. Non, tout ça n'est pas très sérieux. Pour que ces 20 000 amendements existent, il a fallu qu'ils soient faits par au moins toute la FI. Spoiler alert, il y a même des gens des autres groupes qui étaient d'accord avec ne pas aller à l'article 7, etc. Tout ça est bidon. Mais tout ça, c'est une ligne de rupture, comme on vous l'a dit, dès le début de la NUPES. Des gens ont cherché à casser cet accord. Comme c'était quelque chose de l'extérieur pour beaucoup de gens à gauche qui avaient une dynamique de l'unité, vous voyez, des gens un peu naïfs. Et les gens naïfs, ça les fait rêver, l'unité de la gauche. Je ne pose jamais la question du programme, etc. Mais voilà, mais ils sont pleins de candeur. Moi, je les aime bien, tu vois. J'ai envie juste de dire, grandissez un peu. Et donc, comme ils ont vu ça, ils savaient très bien que être celui qui sortait de l'unité en premier, sans une bonne raison, serait stigmatisé. Et donc, ils cherchaient à tout prix. Et ils n'auront pas trouvé à ce moment-là, parce que là, la FI va gagner, on va voir pourquoi. Ils vont trouver un autre événement où ils vont encore plus se déshonorer, à mon sens. Ils cherchaient à tout prix un moment de dire on ne peut plus rester avec la FI. Oui, on ne peut plus rester avec la FI. Nous sommes l'unité, nous sommes pour l'unité, mais pas dans ces conditions-là. Et donc là, ils ont joué l'unité de façade, conservatrice, le jeu parlementaire. Tu vois, Roussel, il vient de dire ça. Le respect des institutions, c'est pas possible, etc. Bon, voilà, vraiment le jeu bourgeois, quoi. Alors, je me permets d'expliquer quand même, parce que je crois qu'on ni le reportage, ni nous, parce qu'on commente le reportage, on a été très clair, mais en gros, les 2 alternatives qu'il y avait, c'était soit faire le jeu de l'institution, etc., donc aller jusqu'à l'article 7, qui était l'article qui repoussait l'âge légal de la retraite, et compter sur le fait qu'on allait convaincre un par un des députés de d'autres camps que les camps de la gauche, parce que les voix de la gauche ne suffisaient pas, à voter non à cet article. C'était la position que défendait Gage, etc. Et l'objectif de la France Insoumise, c'était de se dire, de toute façon, on ne va pas obtenir le non au vote de cet article. Et donc, là, ce qui n'est pas rappelé dans le reportage, c'est qu'à ce moment-là, en mars 2023, il y a un mouvement social énorme dans le pays, un des plus gros qu'on ait connu
ces dernières années, avec une mobilisation massive, que ce soit dans les transports, au niveau des raffineries, dans l'éducation nationale, etc. Enfin, c'est vraiment un mouvement de grève extrêmement massif qui se met en place. Et donc l'idée, c'est de faire des amendements et des amendements et des amendements et des amendements pour gagner du temps, pour que la pression soit mise par les grévistes et que le gouvernement lâche par pression liée à la grève et à un mouvement social radical et dur, quoi, avec une grève très dure. Donc, le but, on va dire, de la manœuvre des Insoumis, c'est ça. Et je vois qu'il y en a d'autres dans le chat qui citent ça, c'est-à-dire les éboueurs, etc. Mais bien sûr, hein. Et en fait, l'objectif, c'était de gagner du temps là-dessus. Et donc là, c'est vraiment, on va dire, deux rapports complètement différents à la lutte politique. Et tu as un mec comme Roussel qui vient se la jouer, moi, je suis respectueux des institutions et tout. Enfin, après, ça, c'est, on va dire, c'est ma position à moi. Mais t'auto-féliciter d'être respectueux des institutions quand les institutions qu'on a actuellement dans la Ve République donnent ça, c'est-à-dire un mouvement de grève absolument majeur dans le pays, 90% des Français qui sont opposés à cette réforme, et une Assemblée nationale complètement hors sol qui s'apprête à voter à plus de 60% pour cet article que l'immense majorité des Français rejettent. Et donc le but de faire amendement sur amendement sur amendement, c'est gagner du temps et laisser du temps à la grève dure de se mener et de faire plier au bras de fer le gouvernement, quoi. Et le reportage, comme vous l'avez vu, n'évoque à aucun moment le mouvement social. Alors, on voit une photo de Philippe Martinez pour dire qu'il était d'accord avec Gage et tout ça pour aller au vote de l'article 7, et c'est tout. C'est ça. Et clairement, hein, si le mouvement a commencé un petit peu à prendre dans la rue, on a vu la Concorde s'enflammer un petit peu, justement se radicaliser contre le 49-3, contre le coup de force démocratique, contre la constitution de la 5e, là-dessus, c'est grâce à la position des Insoumis. Si le soir du 49-3, parce que c'est voté par 49-3 ensuite, si le soir du 49-3, il y a ce vote de l'article 7, on n'a pas justement ce côté radicalisation du mouvement, des retraites à la Concorde et tout. Donc il ne fallait absolument pas donner à ce vote de projet des retraites cette validation parlementaire comme essaye de nous dire Martinez ou Roussel. Allez, let's go. De faire en sorte que nous ne prenions pas le risque d'aller à cet article 7 qui tout d'un coup devenait l'article décisif. Mais pourquoi? On l'a très bien compris. Pour pouvoir annoncer, l'Assemblée nationale a voté la retraite à 64 ans. Eh bien, l'Assemblée nationale ne l'a pas fait. Vous en voulez à Jean-Luc Mélenchon à ce moment précis? C'est du gâchis. Je suis un peu triste, on va dire. Ce qui me heurte le plus, c'est la méthode. Enfin, je veux dire, je suis heurtée, je suis avoir raison triste. tout seul, et ça se fait au détriment du collectif. Mais ce qui est intéressant, c'est quand Tondelier dit c'est du gâchis. Mais c'est du gâchis de quoi? Du gâchis de quoi? Ouais, Oui, ça. non, mais C'est du gâchis de quoi? c'est du gâchis de sa gueule à elle, c'est du gâchis de leur pseudo-union qui n'existe pas sur des bases idéologiques qui, de toute façon, sont trop fragiles parce qu'on n'est pas d'accord. Il n'y a aucun gâchis, c'est-à-dire qu'ils ne donnent jamais, vous voyez un truc dans le chat là, ils ne donnent jamais de ligne politique derrière. Ils ne donnent jamais de ligne politique, ils ne disent jamais... C'est l'union, la ligne c'est l'union, c'est pas une ligne. Ouais, mais là c'est pas l'union en plus, leur ligne. Là leur ligne c'était de dire... C'était des institutions. Voilà, mais ils savaient très bien en fait que l'AFI ne le ferait pas. Ce qu'ils veulent faire là, c'est justement s'en séparer. C'était de dire, vous voyez, on n'est pas pareil que l'AFI. Et donc c'était pousser l'AFI, ce qu'ils veulent faire en fait, in fine. Mélenchon avait dit, gare à ceux qui seront les premiers à quitter la NUPES. Et en fait, ils savaient ça. Et eux, ce qu'ils ont essayé de faire à tout moment, à ce moment-là, c'était de faire en sorte que ce soit l'AFI qui quitte la NUPES. Qui disent, ah là là, ils n'ont pas voulu voter l'article 7, donc... Nous, on arrête la NUPES, nous, l'AFI, on est trop fort, on fait tout de notre côté, etc. C'est ça qu'ils ont essayé de faire. Sauf qu'ils ne l'ont pas obtenu. On s'interroge. On dit, mais comment on va continuer à travailler comme ça? Jean-Luc Mélenchon vient de placer la NUPES dans le coma. Elle finira moins d'un an plus tard en état de mort clinique. À cause d'une tragédie d'ampleur internationale. Ah ouais, alors après, là, on passe à l'autre truc. Oh là là! Donc là, moi, Fabien Roussel, tu vois, quand je le vois là, raconter sa merde, dans ce si bel endroit, dans ce si beau bâtiment, on le voit là un peu en arrière-fond, qui est le siège du PCF, qui est un bâtiment absolument magnifique, et tu mets Fabien Roussel dedans pour te parler de bordélisation et de je sais pas quoi, et de franchement, qui tient une ligne. Jérôme Gage, mais c'est quelle honte. Hein. Et oui, place du colonel Fabien, très grand résistant, le colonel Fabien, place du colonel Fabien. Qui a l'avantage de faire les initiales PCF.
Voilà. C'est aussi pour ça que... Mais c'est vrai, c'est pour ça que le siège est là-bas. Ah, c'est pour ça qu'il est... Ah, je Place savais du pas. colonel Fabien, ça fait PCF. Voilà. Ouais, ça fait PCF. Ouais. Ouais, et du coup, c'est aussi un grand résistant communiste. Et donc, un très beau bâtiment designé par un très grand architecte du XXe siècle, Oscar Niemeyer. Voilà, si vous vous intéressez à l'architecture. Il a notamment fait la ville de Brasilia, c'est l'instant culture. Mais non, un très beau bâtiment qu'on voit dans le dernier clip de Vald. Ah bon Ouais, dans le dernier clip de... Si, le dernier clip de Vald a été tourné là-bas. Et qu'on voit dans plein de pubs, voilà. Dans plein de films de cinéma. Et un jour... Bon, on a un petit projet avec La Brèche, c'est reprendre le siège à La Brèche. Mais bon, ça va, c'est à moyen long terme dans les 3-4 prochaines années. Mais au-delà de la blague, fin de la première capsule, on a un Jean-Luc, une NUPES après le mouvement des retraites, où on a les partenaires de la NUPES qui veulent absolument stopper la NUPES, parce qu'ils ne veulent pas être sous l'hégémonie de Jean-Luc, mais ils ont encore leur groupe à eux, et ils arrivent à survivre, ils ont encore leur petite rentrée d'argent, leur petite section, etc. Et donc, ils ont utilisé le mouvement des retraites, et le débat sur l'article 7, pour essayer de casser la NUPES. Ce qui n'arrivera pas, et là, ils vont aller encore plus loin dans la dégueulasserie, parce qu'ils vont utiliser un événement extérieur à la vie française pour pouvoir se séparer de Jean-Luc Mélenchon. Et là, pour moi, il mérite l'appel. Voilà. L'appel. Donc, dans une prochaine capsule, nous allons rediscuter de cette pelle qui, je rappelle, est une pelle platonique. Hein. Évidemment, il n'y a pas de vraie pelle qui rencontre de vraies têtes d'humains. Par contre, idéologiquement, on va en reparler. Pour la fin de cette capsule, il ne me reste qu'à vous suggérer de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait, d'aller voir nos autres vidéos. Il y a eu des vidéos, notamment pendant les législatives. On a fait plein de vidéos sur ces sujets-là, donc vous pouvez aller les voir sur Roussel, notamment sur Tondelier, sur Karine Tondelier. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de Padu, sur laquelle est récemment sorti un vlog qui est notre rencontre avec Réseau Salariat de Bernard Friot pour parler de sécurité sociale des médias, avec plein d'autres médias indépendants Internet. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez vous abonner à nos Twitter, à nos Blue Sky, aller sur le site de la revue Position Revue dans lequel vous trouverez plein d'articles passionnants sur plein de sujets différents. Et sur ce, il ne me reste qu'à vous dire à plus tout le monde, salut! Salut à tous, à bientôt!